On salue comme chaque matin les téléspectateurs de France Info, Canal 27 qui nous rejoignent. À l'instant même, on est ensemble jusqu'à 9h. L'invité politique de France Info est ancien candidat à l'élection présidentielle, fondateur du mouvement Génération. Il est interrogé pour la première question par Renaud Dely. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Renaud Dely. Alors au 6e jour du mouvement, ce mouvement des Gilets jaunes s'essouffle, mais il demeure des blocages de ci de là. Puis il y a un nouvel appel, un rassemblement samedi pour bloquer Paris. Est-ce que vous, Benoît Hamon, vous soutenez cet appel ? Non, moi j'ai pas participé aux manifestations des Gilets jaunes jusqu'ici. J'y participerai pas samedi. En l'occurrence, samedi, je défilerai avec les femmes et les hommes qui sont mobilisés contre les violences sexistes et sexuelles, qui était une manifestation prévue avant celle des Gilets jaunes et qui va poser la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un sujet qui reste important dans notre société. Aux Gilets jaunes, vous dites stop, il faut arrêter, rentrer chez vous ? Non, mais moi écoutez, moi je suis dans l'opposition au gouvernement. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Et il me semble qu'il y a un point commun à la plupart des convulsions dans la société française. Et ce point commun, c'est que tout le monde demande de l'égalité. Et qu'il y a dans ce que j'entends des Gilets jaunes, je ne vais pas parler à leur place, il peut y avoir un discours très anti-impôt, anti-taxe, parfois anti-parlementaire, mais il y a aussi un message que moi je comprends comme homme de gauche, qui est de dire « Je ne comprends pas que moi, je paye tant d'impôts et que j'ai le droit à 3 fois moins de services publics qu'ailleurs. Pourquoi j'ai pas de gare ? Pourquoi donc pas d'alternative à la voiture ? Pourquoi j'ai pas de maternité ? Pourquoi j'ai moins d'écoles ? Et cette demande d'égalité, je la comprends. Et je pense d'ailleurs, si on s'y penche, si on essaye de construire une synthèse des protestations de la société française, d'où qu'elles viennent, c'est que cette demande d'égalité est de plus en plus forte. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé les inégalités ronger la société française depuis trop longtemps. Donc, sur ces questions-là, moi j'entends bien, en tout cas, proposer un débouché politique global à ces mouvements, sans pour autant basculer dans la tentative de récupération un peu pathétique auquel se livrent quelques-uns des représentants de la classe politique, à droite comme à gauche d'ailleurs. Si ce mouvement, Benoît Hamon, est ce que vous dites, et uniquement ce que vous dites, vous devriez quasiment être devant le cortège. Non, je vous avez remarqué que j'ai bien fait la distinction entre ce que j'entends et ce que moi j'analyse de la société française. Parmi les Gilets jaunes, il y a des gens qui vont être radicalement à l'opposé du projet politique que je porte. Pour autant, ne sont-ils pas victimes d'inégalités ? Si, moi je ne m'intéresse pas seulement au message que ces gens-là portent. Je regarde ce qui nourrit la colère. Et ce qui nourrit la colère en France, c'est qu'on vous parle de République, mais que vous avez l'impression que finalement, il y a une caste, sinon une classe qui a fait sécession avec l'intérêt général, c'est-à-dire qui s'en préoccupe absolument pas, ce sont les plus riches. C'est une colère juste à vos yeux ? Voilà quelle référence vous avez, mais je pense qu'il y a qu'elle est juste la colère quand elle proteste contre l'injustice qui est faite toujours aux mêmes et qu'ils ne comprennent pas d'être mis à contribution quand vous demande des sacrifices, quand vous n'en comprenez pas le sens. Et moi je veux dire, on oppose souvent d'ailleurs les ruraux, les périurbains aux urbains, mais finalement vous pouvez avoir des gens en métropole qui disent nous on paye des loyers incroyables et l'origine elle est la même. C'est qu'il n'y a pas d'encadrement des loyers, c'est qu'on laisse la spéculation immobilière, comme ceux qui vous disent, aujourd'hui on paye des taxes sur les carburants qui sont telles qu'elles affectent notre pouvoir d'achat, qu'il s'agisse de la cuve de fioul ou du plein de la voiture, et là encore l'origine elle est la même. C'est le fait qu'on taxe pas Total, que pire, les taxes qui sont posées sur les carburants financent les crédits d'impôt pour Total. Pourquoi vous dites que Total n'est pas taxé ? Parce que Total aujourd'hui bénéficie de crédits d'impôt financés par quoi ? Par les taxes sur le carburant, c'est pas gros ça, hein ? C'est-à-dire que eux, ils gagnent à chaque fois. Mais Total paye des impôts en France. Paye peu d'impôts en France. Parce qu'il fait peu de bénéfices en France. Mais non, mais moi je pose, alors là, un principe. Ce qu'ils exploitent, ce sont les communs, nos richesses naturelles. Le pétrole qu'on va chercher sous terre. Le pétrole, il pousse pas en France. Non mais d'accord, mais j'ai bien compris. Mais les communs, c'est quoi ? En l'occurrence, on va faire des autorisations de forage en contradiction avec tous les engagements qui a été pris justement sur le plan écologique par le gouvernement au large de la Guyane. Donc il y a quand même un peu de pétrole aussi qu'on va exploiter comme cela. Mais ce que je dis, c'est que ces communs-là, ces ressources-là, elles justifieraient une fiscalité spécifique. Au nom de quoi on accepte que ces gens-là privatisent les profits considérables. Il faut un impôt spécial Total ou un impôt spécial sur les grands groupes du CAC 40 ? Sur les hydrocarbures, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une fiscalité spécifique. Il y a là des richesses considérables qui sont qui se concentrent dans des mains peu nombreuses sous la forme de l'exploitation d'un commun, une ressource naturelle, et qui en plus aujourd'hui ce commun est en train de nous précipiter vers un réchauffement climatique inexorable. Qui paiera le réchauffement climatique ? Les citoyens comme contribuables quand il faudra financer des travaux d'aménagement.
mais en plus ils le paieront là où ils habitent sur le littoral, là où leurs modes de vie seront transformés, d'abord les plus modestes et les plus pauvres. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la transition écologique elle est nécessaire et qu'il faut aller la financer par ceux qui polluent. Et qui pollue d'abord ? Total. Renaud Dely. Il y a un climat politique tendu qui s'installe, qui s'aggrave autour de ce mouvement, Benoît Hamon, depuis quelques jours. Il y a eu des violences aussi dans ce mouvement. Hier, il y a eu un incident à l'Assemblée nationale. Un député, Jean Lassalle, a revêtu un gilet jaune, ce qui a provoqué un incident de séance. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est intervenu. Je pense aux 2 personnes qui sont mortes depuis samedi. Je pense aux 584 blessés. Je pense aux 110 policiers et gendarmes qui, pour garantir la protection, mesdames, messieurs les députés, la protection du droit fondamental de manifester, se sont retrouvés blessés. Qu'est-ce qui vous inspire ce climat ? À la suite de cet incident, on a vu des députés quitter l'hémicycle, notamment des députés du Rassemblement national et de la France insoumise. Je pense que ça date pas d'hier, mais que l'Assemblée nationale est devenue, à défaut d'avoir du pouvoir dans la Ve République, est devenue un cirque où on cherche à s'y faire voir. On y met un gilet jaune pour Jean Lassalle, le ministre de l'Intérieur surjoue l'autorité pour faire plaisir aux troupes, etc., etc. Bon, ça c'est la réalité aussi d'une démocratie dans laquelle beaucoup de citoyens ont l'impression que leur bulletin de vote ne leur donne aucun pouvoir, surtout pas de changer leur vie. Il leur donne le pouvoir de changer les acteurs du cirque. Réfléchissons un petit peu aussi au fait que, je vous parlais d'égalité, beaucoup de nos concitoyens disent, mais est-ce que mon bulletin de vote à moi vaut quelque chose ? Est-ce qu'il vaut autant que celui du plus riche qui finalement, de toute manière, lui se voit dorloté, cajolé par les pouvoirs qui se succèdent. C'est ça aussi qui doit nous interroger. Moi, ma responsabilité politique, aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de valeur, la parole politique en France. Ma responsabilité, elle est justement d'indiquer ce qu'est le chemin possible, quelle est l'origine de tous ces mots. Parce que parfois, on a l'impression, quand on écoute les Français, que chacun est dans son couloir de nage. On voit pas le point commun qui peut exister entre une infirmière qui hier protestait contre les conditions de travail lamentables qui sont les siennes, un gilet jaune, une population qui proteste contre la fermeture d'une maternité. Bref, or, il y a un point commun à tout ça. C'est que la République, elle a disparu dans beaucoup de territoires. On n'a plus accès aux services publics. On a le sentiment qu'on n'est pas protégé de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes droits. Et on a des responsables politiques qui, eux, s'amusent à jouer la comédie. Bon, moi, je pense que la réponse, elle est démocratique, changer les institutions, que la réponse, elle est fiscale, il faut répartir différemment les richesses. La réponse, elle est en termes d'engagement pour la transition écologique et pour les services publics. C'est comme ça qu'on arrivera à se reconstruire une communauté de destin. C'est ce qui manque aujourd'hui, tragiquement. Et il me semble que la parole du président de la République n'est pas capable de répondre à ça, qu'il est très aphone aujourd'hui, en tout cas. Benoît Hamon, François Bayrou fait une proposition ce matin dans le Figaro pour sortir de cette crise des gilets jaunes. Il propose qu'on monte les taxes sur les carburants quand le pétrole baisse et qu'on baisse les taxes quand le cours du pétrole monte. Ça existait dans le temps, il y a quelques années, ça s'appelait la TIPP flottante. Ça permettait d'adoucir les hausses et les baisses. Est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, si ça permet de soulager la contribution qui est celle des citoyens, c'est-à-dire si plus juste socialement, mais que ça finance vraiment la transition écologique et énergétique, oui. Le sujet, c'est quand même qu'il va falloir mettre quelques milliards pour changer la manière dont on produit, on consomme et on se déplace. Ça reste l'urgence absolue. C'est-à-dire comment trouver ces milliards-là qui sont nécessaires pour passer à des mobilités alternatives à la voiture. Comment faciliter le passage d'une voiture à essence vers une voiture électrique. Mais pour le court terme, est-ce que c'est de nature à remettre un peu d'huile moi j'ai évoqué un sujet qui serait les fiscalités spécifiques sur ceux qui font des bénéfices grâce à l'exploitation du pétrole. Je vais vous faire 2 autres propositions supplémentaires. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que le kérosène des avions ne taxe pas. Ça, c'est pas possible. La ministre des Transports, qui était assise à votre place il y a quelques jours, ici même, à France Info, Elisabeth Borne nous a dit c'est impossible vu la concurrence internationale. On lui a rappelé qu'on pouvait le faire uniquement pour les vols intérieurs. Elle a dit que ça rapporterait rien. Non, mais bon, c'est insupportable. C'est fascinant de voir comment Madame Borne se préoccupe moins de la transition écologique que de la manière dont le cours de l'action d'Air France va fonctionner. On s'en moque de ça. Aujourd'hui, les choix politiques, soit on les fait, et si on demande des sacrifices, y compris à l'actionnaire d'Air France, on peut lui demander que les dividendes qu'il va le recevoir sur l'année qui vient de passer... C'est pas que l'actionnaire, c'est le passager aussi, si le kérosène est plus cher. Justement, non, c'est pas le passager. Si à un moment, on diminue les dividendes au détriment du coût que paye le passager pour prendre l'avion. Si ça fragilise Air France, on s'en moque. Non, mais c'est
ces paroles d'autorité de ces gens-là, qui sont toujours là pour vous dire « Oui, c'est normal que vous fassiez des sacrifices aux petits retraités. » Ou « Mais c'est très compliqué au nom de la concurrence internationale qu'on demande à Air France de faire des efforts. » Ça suffit. Première chose. La deuxième remarque que je veux faire, on peut baisser la TVA et la mettre à 5,5 sur aujourd'hui les mobilités propres. On peut le faire sur le fait d'acheter une voiture électrique. On peut le faire sur toute une série d'actes qui seraient des actes qui contribuent du point de vue du consommateur, du citoyen à basculer vers un modèle sobre sur le plan énergétique, mais on ne le fait pas. Pourquoi là encore ? Parce que, en fait, on va se dire la vérité et on vient d'en avoir la preuve. On vient de basculer 600 millions d'euros des taxes carburant vers le budget général. Et De Rugy vous dit, oui, mais parce que ce sont des ressources qui n'avaient pas été utilisées et parce que les énergies renouvelables coûtent moins cher. Mais ces 600 millions d'euros, on n'en a pas besoin aujourd'hui ? On en aura largement besoin, c'est même très en deçà de l'effort qu'il faudrait faire. Si je résume vos propositions, Benoît Hamon, on taxe les pétroliers et notamment Total, on taxe le kérosène des avions, on baisse la TVA sur certains modes de transport. On m'avait pas répondu sur la proposition de François Bayrou en revanche. Je pense que moi je trouve que c'était le problème, c'est le rendement de l'impôt. Si à la fin ces taxes-là ne sont pas affectées à la transition écologique, d'abord ça ne sert à rien, effectivement, dans ce cas-là. Et donc pourquoi pas retrouver une forme de variable qui permet justement d'adapter le prix à la pompe en fonction du prix du baril, mais de toute façon, je veux le dire ici, nous nous dirigeons vers une époque où le carburant va coûter plus cher. D'abord parce qu'il se raréfiera, et puis parce que c'est nécessaire qu'on bascule vers d'autres modes de développement. Donc, ce que moi je conteste... Vous dites donc que la transition écologique, c'est forcément de toute façon plus de taxes, plus d'impôts. Il faut assumer ce discours, ça va être douloureux. Mais à condition, ça ne peut ne pas être douloureux. Mais si vous avez le choix entre prendre votre voiture et autre chose. Les gilets jaunes, ils habitent dans des territoires où il s'est passé quoi ? On a fermé les gares, on ferme les petites lignes de train. Au nom de quoi ? De la rentabilité. Donc parce qu'on ne fait plus de services publics, ils vous disent « Mais attendez, moi je paye bien un impôt, moi !» Pourquoi est-ce que quand je paye un impôt, j'ai plus le droit à mon école et à mon train, et qu'ailleurs, il y a plein d'écoles, du train, plein d'alternatives ? Je n'ai aucun autre choix que de prendre la voiture, et je n'ai même pas d'incitation à basculer sur un mode de transport, quand j'ai ma voiture individuelle, qui soit plus sobre et plus propre. C'est ça le sujet. Il manque, c'est même pas un bras, il manque une multitude de membres de politique à cette ambition du gouvernement de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est ça aussi que pointe le mouvement des Gilets jaunes, c'est que si ce gouvernement était crédible sur la transition écologique, précise. S'il était crédible, beaucoup, je pense, accepteraient davantage, plus de sacrifices. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qu'une population qui fait des sacrifices, et cette population, elle proteste, et elle est légitime à dire que ça n'est pas sérieux. Alors, il y a un homme qu'on n'entend plus depuis 3 mois, et pour cause, il a démissionné du gouvernement un matin sur France Inter, c'est Nicolas Hulot. Il revient ce soir à la télévision, cette fois c'est sur France 2, Renaud Dely. C'est sur France 2 que l'ancien ministre de la Transition écologique réapparaît ce soir, et il livre déjà un diagnostic du différend qu'il a eu avec Emmanuel Macron, et qui l'a conduit à claquer la porte du gouvernement. On écoute Nicolas Hulot. On n'avait pas le même diagnostic sur l'état de la planète et sur les menaces qui pèsent sur l'humanité. Donc à partir du moment où on n'a pas le même diagnostic, on ne propose pas le même traitement. Il manque aujourd'hui, Nicolas Hulot, à ce combat contre le réchauffement climatique que vous évoquiez à l'instant ? Oui, moi je pense que c'est une personnalité importante. Moi j'avais discuté avec lui pendant la présidentielle, il avait voté pour moi d'ailleurs à l'élection présidentielle, quand il a fait le choix de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi j'avais été surpris parce que le diagnostic pour le coup on faisait le même, et il me semblait que déjà on savait que le diagnostic d'Emmanuel Macron était pas le même, mais il a fait un pari, et il s'est dit de l'intérieur j'arriverai peut-être à changer tout cela, et il a constaté au bout d'un an qu'il n'y arrivait pas. Ce qui est très intéressant, c'est les raisons pour lesquelles il est parti. Quand il a dit, et je crois qu'il est le plus fondamental, qu'il avait déjà écrit dans un livre, c'est que il n'est pas compatible aujourd'hui d'être écologiste en quelque sorte, de préparer l'avenir de nos enfants en continuant avec des politiques libérales qui continuent à dire qu'on peut faire de la croissance dans un monde fini. On vit dans un monde fini. Et aujourd'hui, on est en train
de nous expliquer qu'on peut faire une croissance infinie dans un monde fini. Donc ça n'est pas compatible. Alors il en tire les conséquences au bout d'un an. Il n'a pas réussi à faire changer Emmanuel Macron. Bon, en même temps, il m'aurait demandé mon avis. Vous lui auriez dit dès le début. Dit, ça m'a Vous avez repris contact avec lui depuis sa démission, Benoît Hamon? Non, moi je suis pas. Je lui ai juste envoyé un message au moment où il est parti, mais j'ai pas. Il vous a répondu? Non, en l'occurrence, ça vous regarde pas. D'accord. Mais non, mais non, c'est pas ça. C'est que pour porter ce discours, Benoît Hamon. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que sur ce point. Moi, je fais pas la course à la marque Hulot. Non, mais vous avez rappelé qu'il avait voté pour vous, pardon Renaud. Il pourrait revenir avec vous aujourd'hui, se rendant compte. Moi, c'est très simple. En politique, depuis quelque temps, je considère que j'écoute les gens. Quand je suis d'accord principalement avec eux, j'ai envie de travailler avec eux. Donc si vous me dites Nicolas Hulot, je suis principalement d'accord avec Nicolas Hulot, et donc j'ai envie de travailler avec Nicolas Hulot. Et tout simplement, on le voit aujourd'hui, les gauches s'émiettent, s'opposent en perspective des européennes, les écologistes aussi. Nicolas Hulot, ça ferait pas une bonne tête de liste justement pour porter ce discours et pour rassembler les gauches et les écologistes? Ce que vous dites, sauf que c'est pas comme ça que les choses vont se poser. Et moi, je ne pense pas qu'il faille le mettre immédiatement, lui, ce qu'il ne souhaite pas, j'imagine, sur le terrain de la candidature. Non, moi je suis fermé à rien. Vous annulez tout. Non, je suis fermé à rien. S'il revient, vous annulez tout. C'est lui le candidat naturel. Vous n'allez plus aux européennes. Mais évidemment, on n'annule rien. Ça veut rien dire ce que vous dites. C'est que le sujet, ça se joue pas sur une personne simplement. Il y a un homme aujourd'hui qui est capable de faire 10, 15 ou 20% des voix à une élection européenne chez les écologistes, c'est lui. Oui, mais Marc Fauvel, je vous dis juste une chose. Moi, je suis sorti, alors je vous invite à en sortir, de cette logique selon laquelle il y aurait parmi nous un sauveur qu'il s'agirait de trouver. Tous les 5 ans, on le trouve, et puis on se rend compte au bout d'un an qu'il ne sauve rien du tout. Macron, Hollande, Sarkozy, personne ne sauve rien. Ça n'existe pas, l'homme providentiel, et Hulot n'est pas plus providentiel que qui que ce soit. Ce qui m'intéresse justement, dans les leçons qu'il peut tirer, lui, de l'exercice du pouvoir, comme je les ai tirées moi-même et quelques autres de l'exercice du pouvoir dans la Ve République, c'est de croire en l'intelligence collective. À cette intelligence collective, j'y travaillerai. Et c'est pour ça que je vous dis, je regarde et j'écoute ce que disent les gens. Quand je suis principalement d'accord avec eux, j'ai envie de travailler avec eux. Mais, et c'est le seul mais que je pose, qui ne concerne en l'occurrence pas Hulot, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire, c'est qu'après, le fond, il y a les questions stratégiques, c'est où veut-on aller? Et moi, je ne suis pas prêt à courir tous les lièvres à la fois pour pouvoir essayer de gagner une élection, etc. Je reste attaché au fond que je porte, voilà, et sur les questions écologiques comme sur les questions sociales, parce qu'il me semble que c'est la même question. France Info. Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, fondateur du mouvement Génération et l'invité de France Info jusqu'à 9h. Est-ce que vous avez un mot à dire sur la situation de Carlos Ghosn, qui est toujours en garde à vue au Japon, suspecté de fraude fiscale? En tout cas, les faits qui sont sur la table sont suffisamment graves pour que, s'ils sont avérés, ils soient punis, et lourdement punis. Parce que qu'est-ce que c'est que ces comportements de ces gens très 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 riches, incroyablement riches, qu'on n'arrive même pas à concevoir ce qu'ils font de tout cet argent, et qui, en dépit du fait qu'ils sont très 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 riches, vont quand même frauder pour pouvoir avoir encore plus d'argent. Moi, ça me laisse sur chaque fois totalement silencieux. Je comprends pas comment on peut être cupide à ce point-là. Après, on va voir comment la procédure va se dérouler, qu'elle aille jusqu'au bout, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. En tout cas, indépendamment de Carlos Ghosn, ce serait pas le premier grand patron très très riche, payé de manière incroyablement indécente, qui en plus se paierait un petit paradis fiscal où irait frauder le fisc. Donc, je veux dire, il y a quelques antécédents qui concernent peut-être pas Ghosn lui-même, mais de grands patrons qui se sont pas révélés particulièrement respectueux du droit et des délinquants de premier ordre, pour faire vite. Donc, moi, j'ai aucune indulgence à l'égard de ces comportements-là. La délinquance au col blanc, je suis pour qu'on la punisse très sévèrement. On verra si c'est le cas ou pas, mais me demandez pas de verser une larme, quoi. Vous disiez il y a quelques minutes, Benoît Hamon, que la politique et la gauche n'avaient pas besoin d'un sauveur suprême ou autre. Il y a pourtant une voix qu'on entend de plus en plus ces dernières semaines. Vous allez la reconnaître, c'est celle de François Hollande. Voici un résumé de quelques-unes de ses dernières interventions. Ça vient de très loin, il faut le temps que ça arrive. Mes compatriotes, avec cette idée obsédante du retour, ils ne me regarderaient pas de la même manière. Je préfère qu'ils me disent on vous regrette ou quand est-ce que vous revenez, plutôt que ce soit moi qui leur dise j'arrive. Les Français, je pense qu'il ne faut pas leur faire la leçon. Il faut leur donner des informations, beaucoup d'informations et des explications. La vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Vous allez revenir? Oui, je vais revenir. Je vais revenir, dit-il à une dame qu'il a croisée. Il revient, François Hollande. Ça vous réjouit, Benoît Hamon? Que je pense,
Que les Français ont tourné la page, moi j'ai tourné la page. Mais bon, après... C'est un ancien président de la République, c'est une voix qui peut être utile à la gauche. Il y en a déjà eu d'autres anciens, et président de la République. Moi je pense qu'il y a... La 5e République, c'est une forme de drogue dure pour certains. Il y a une addiction au pouvoir ou à l'impression d'un pouvoir, parce que des fois on peut se demander quel est... Faut qu'il décroche François Hollande. Non, c'est pas... Moi je rentre pas là-dedans. Vous dites que la politique est une forme d'addiction quand on vous interroge sur François Hollande. Je constate, c'est pas le premier, Nicolas Sarkozy, quelques autres, etc. Je vous dis, moi j'ai tourné la page, et je pense que les Français aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui aspire potentiellement à revenir, en tout cas qui écoute ce qu'on lui dit dans la perspective des élections européennes, c'est Ségolène Royal. Je reçois et j'entends ceux qui me sollicitent aujourd'hui. Et je ne demande rien, je n'ai pas envie de mener une campagne électorale, je regarde ce qui se passe. Et je regarde comment, en début d'année prochaine, je peux peut-être être utile, mais on verra. Elle en a envie, visiblement, Ségolène Royal, Benoît Hamon, pour fédérer. Vous me demandez de commenter des paroles où en fait, on a l'impression que ces mots-là, la manière dont ils s'enchaînent, on les a entendus 100 fois dans la bouche. C'est une voix forte sur la gauche et sur la défense de l'écologie. Ségolène Royal, elle n'est pas crédible à vos yeux? C'est pas le sujet. Franchement, parce qu'à la fin, ça se résume à est-ce qu'on a envie que celle personnes-là reviennent ou pas. Ça fait 30 ans que ces personnalités-là participent au débat public. Moi, je n'aurais aucun mot désagréable les concernant, mais il me semble qu'il faut se tourner vers l'avenir, voilà. Et j'essaie de me tourner vers l'avenir. L'avenir, ce sont les élections européennes. Est-ce qu'elle ferait une bonne candidate, Ségolène Royal, hors parti pour transcender la gauche et les écologistes? Écoutez, vous demandez-le aux socialistes. Je crois qu'elle a voté Emmanuel Macron, présidentielle. Elle a sans doute des convictions parfaitement respectables. Moi, j'écoute tout le monde, mais moi, je suis pas là-dedans. Nous, on a lancé, avec mon mouvement Génération, un appel à des candidatures citoyennes. On a été plus que surpris par le nombre de citoyens non membres de notre parti politique qui se sont portés candidats. Je pense que l'important, c'est que demain, au Parlement européen, il y ait des femmes et des hommes qui portent des combats, qui sont les combats pour la transition écologique, pour la fin du dumping social, pour qu'il y ait plus de démocratie en Europe, pour qu'on soit hospitalier à l'égard des migrants, et pas de savoir si c'est le moyen de reconstruire une trajectoire politique brutalement interrompue dans le passé. Voilà. Benoît Hamon, encore un mot, on va revenir sur l'affaire Nissan et l'affaire Carlos Ghosn, si vous voulez bien. Arnaud Montebourg, vous connaissez bien, vient de déclarer chez nos confrères d'RTL qu'il mettait en cause la direction de Nissan. Il parle d'une déstabilisation manifeste et donc d'un complot contre Carlos Ghosn. Complot pour le faire tomber de la part des Japonais. Est-ce que c'est une hypothèse complètement folle pour vous, complètement farfelue ou pas? Écoutez, on a déjà beaucoup de choses à régler en France, non? Moi, je vais pas me livrer à un question exercice importante quand même. Non, mais là, on est dans la fiction. Est-ce qu'il y a une place au doute? Non, mais on est dans la fiction. Arnaud Montebourg a été ministre. Peut-être qu'il a des informations. Mais peut-être qu'il a des informations. Mais à ce moment-là, je les laisse. Vous voulez pas rentrer là-dedans? Non, mais c'est pas ça. C'est que je n'en sais rien du tout. Vous me parlez d'un complot. Vous savez, ça peut faire un excellent scénario de film. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de régler les problèmes ici avant de savoir s'il y a un complot du côté des Nippons. Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin sur le plateau de France Info. Merci Renaud Délier, à demain.